On est dans une situation où nous avons une multitude de crises qui individuellement sont déjà suffisantes pour abîmer considérablement notre quotidien et la situation qui est la nôtre. Alors, savoir quelle est celle qui va exploser en premier, bien malin qui peut le dire. Ancien banquier, il est l'un des contrariens de la première heure, éditeur d'Insolentiae, un site de décryptage impertinent et satirique de l'actualité économique, et de la chaîne YouTube éponyme. Charles Sana a croisé la route du groupe Aucoffre à ses débuts pendant plusieurs années. Charles Sana, bonjour. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Très content, nous aussi, de vous retrouver sur notre chaîne. Vous faites partie des promoteurs de l'or depuis plusieurs décennies. Et ravi de vous consacrer une pièce maîtresse. Accrochez-vous parce que la parole de Charles Sana peut être décoiffante. Charles, quand vous voyez cette année 2025 et les 5 années que nous venons de vivre, vous vous dites quoi? Je vous l'avais bien dit? Alors on pourrait avoir la tentation de crâner, comme on dit, enfin, comme on disait il y a plusieurs décennies quand nous étions jeunes. Plus sérieusement, en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire, hélas, on avait raison. Il n'y a pas vraiment de contentement à avoir raison parce que ce que nous indique l'or aujourd'hui, c'est la chronique annoncée d'une catastrophe économique et financière, et en particulier pour notre pays. Donc, oui, si vous voulez, s'il y a une forme de satisfaction à avoir raison intellectuellement, dans la réalité, il y a plutôt un immense désarroi à voir ce qu'il se passe et que personne n'arrive à arrêter en fait, hein. Vous parliez, moi j'ai rejoint Aucoffre, c'était en 2011. En 2011, on savait déjà globalement ce qui allait se passer, on avait déjà la tendance, 2011, 2025, 14, 15 ans ont passé, bientôt 2026. Et finalement, cette chronique d'un désastre annoncé, on la voit se développer, on la voit se dérouler sous nos yeux, complètement impuissants. Et je dois vous avouer que c'est surtout ça que j'ai envie de retenir et que je pense ceux qui vont nous écouter vivent et ressentent également. C'est-à-dire un immense déclassement de l'économie de notre pays. Et ça, c'est... Voilà, pour ceux qui ont connu une France beaucoup plus prospère, beaucoup plus souveraine, beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus dynamique, avec des usines un petit peu partout, des manufactures, des PME, un tissu industriel, du made in France, en veux-tu, en voilà. Eh bien, c'est vrai que c'est un crève-cœur de voir ce pays si beau, si riche, si talentueux, autant se gâcher. Et donc, ces errements économiques, ces errements financiers, ces errements d'endettement, eh bien, nous les retrouvons évidemment dans les prix de l'or. Alors, il n'y a pas que la France là-dedans, vous le savez bien, il y a aussi un sujet assez similaire aux États-Unis et qui d'ailleurs a amené à la victoire de Donald Trump, ce qui n'est pas objectivement une surprise pour ceux qui veulent bien voir la réalité des choses. Alors, c'est quoi les raisons de cet emballement de l'or? C'est quoi les vraies raisons selon vous? Alors les vraies raisons, elles sont multiples, hein. Vous avez des raisons purement économiques, de création monétaire. Vous avez des raisons purement financières d'ordre d'endettement. Et donc, quand il y a trop de dettes, et forcément, à un moment donné, on monétise la dette. Et donc, ça amène des politiques monétaires qui sont pas forcément optimales en termes de conservation de valeur pour nos unités de monnaie fiduciaire classique, dollars, euros, etc. Vous avez également des raisons géopolitiques extrêmement fortes. Tout le monde a bien compris que nous étions dans une lutte pour la domination du monde sans partage entre les États-Unis, la Russie, la Chine. Bon, on se partage, ces trois grandes puissances essayent de se partager le leadership mondial et international dans ce que j'appelle un Yalta 2.0, en
référence à la conférence de Yalta où Staline, Roosevelt et Churchill s'étaient partagé le monde. Donc déjà les États-Unis et la Russie. Et puis il y a un troisième joueur qui a été rajouté en remplacement du joueur anglais, les Anglais ne représentant plus grand-chose sur l'échiquier international, et c'est évidemment Xi Jinping, le Chinois. Donc dans ce Yalta 2.0 où il y a un affrontement actuellement, eh bien vous avez la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping et évidemment les États-Unis de Donald Trump. C'est un véritable affrontement et ce Yalta 2.0, et souvenez-vous du Yalta et de cette conférence de Yalta, déjà à l'époque en Crimée, c'est-à-dire déjà en Ukraine, en Ukraine ou en Russie, ou en Ukraine ou en Russie, on ne sait plus trop, et vous voyez que les problèmes perdurent. L'histoire ne se répète pas, elle bégaye, et donc voilà, vous en avez un exemple évident. Eh bien, ce Yalta, n'oubliez pas que la conférence de Yalta s'était accompagnée d'une conférence de Bretton Woods, avec la mise en place d'un système de gouvernance mondiale, mais aussi et surtout d'un nouveau système monétaire international à l'époque, où c'était le dollar qui était l'étalon de toutes les monnaies du monde, et ce dollar était convertible en or. Ça, c'était pour les accords de Bretton Woods, qui voleront en éclats avec les accords de la Jamaïque en 1900 et la fin de Bretton Woods et de la parité dollar-or en 1971. Voilà. Donc ça, si vous voulez, pourquoi l'or augmente? Eh bien, tout simplement parce que dans ces périodes d'incertitude, et dans ces périodes d'évidentes tensions géopolitiques, eh bien, tout le monde a bien compris que, et notamment les banques centrales, qu'il risquait d'y avoir à un moment donné ou à un autre la refonte du système monétaire international. Et cette refonte, eh bien, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais ce qui est certain, c'est que plus vous avez d'or dans les coffres de vos banques centrales, mieux vous serez positionné pour porter et transporter de la valeur en termes de réserve. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, les banques centrales du monde entier, en moyenne, ont à peu près autant d'or que de dollars américains dans leurs réserves. Ce n'était tout simplement jamais arrivé depuis la fin de la convertibilité du dollar en or, début des années 70. Donc c'est un phénomène extrêmement marquant, ça veut dire que les banques centrales sont devenues acheteuses nettes d'or, et donc bien évidemment ça augmente considérablement la demande de métal jaune. Alors on vous a mis ce graphique qui montre ce moment où en valeur l'or des banques centrales repasse devant les bons du trésor américain. C'était effectivement vers le mois d'août. Ça veut aussi dire que le dollar n'a plus la confiance des États? Ça va au-delà de la notion de confiance des États. C'est-à-dire que les Américains ont effectivement utilisent et on va dire ils arment le dollar, ils utilisent leur monnaie comme une arme, ils l'instrumentalisent, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez les dollars, peu importe dans la transaction que vous allez réaliser, vous tombez sous le coup de la loi américaine. Alors on a l'impression que, surtout depuis la fin du mois d'août, que l'or valeur refuge est devenu quasiment autre chose. C'est-à-dire qu'on s'est presque retrouvé avec un or spéculatif, avec un emballement sur les achats d'or. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Alors, est-ce que c'est pas un problème à court terme? Si, parce qu'évidemment, ça entraîne de la volatilité. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons eu un emballement et nous avons eu... En fait, il y a eu deux choses sur l'or. Il y a eu d'abord, à mon sens, un immense délit d'initié, puisque si vous regardez bien et la séquence d'augmentation de l'or et sa séquence de baisse, c'est concomitant avec l'annonce chinoise de l'arrêt d'exportation des terres rares. Et donc, de l'embargo décrété par la Chine sur les terres rares, et donc d'une nouvelle étape potentiellement absolument gravissime et atomique pour le commerce international, qui était cet embargo sur les terres rares décrété par la Chine, qui du coup remettait une pièce dans le jukebox des tensions commerciales sino-américaines. L'or, en fait, nous a indiqué que cette information-là, elle était connue
d'un certain nombre d'acteurs. Donc il y a eu des fuites, il y a eu vraiment délit d'initié là-dessus, hein, très clairement. Et donc s'il n'y avait pas de deal entre les États-Unis et la Chine, c'était potentiellement quelque chose de cataclysmique pour le commerce mondial. Résultat des courses, vous avez l'or qui s'est emballé avec une augmentation parfois même de 100 $ par jour sur le cours de l'once d'or, et ça a duré quelques jours. C'était ça que nous disait l'or. On n'avait pas encore l'information parce qu'elle n'avait pas été rendue publique, mais certains l'avaient, donc le marché savait ce qui allait se passer. Et donc évidemment, quand il se passe ça, vous savez qu'il y en a qui savent, vous ne savez pas ce qu'ils savent, mais vous savez que ce qu'ils savent est suffisamment grave pour qu'ils en achètent massivement. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites comme eux. Et donc évidemment, même si vous ne savez pas, vous suivez le mouvement. Et c'est pour ça qu'on dit que parfois les marchés sont moutonniers, mais en réalité, ça repose sur un certain nombre de raisonnements qui ne sont pas tout à fait faux. C'est-à-dire que les marchés vous disent des fois des choses, ils vous indiquent des choses, vous ne savez pas encore quoi, mais ils vous l'indiquent quand même. Et donc, il faut être très très attentif à ces signes de marché. Donc évidemment, l'or là, il agissait comme un véritable canari dans la mine. On savait qu'il allait se passer quelque chose, on ne savait simplement pas quoi. Et puis cette information, tout d'un coup, a été publiée un vendredi soir, à la fermeture des marchés. Les Chinois ont annoncé la suspension et l'embargo de... alors, ce n'est pas tout à fait un embargo, en réalité, c'était le fait de demander une autorisation à chaque fois que vous utilisez des terres rares. Il faut qu'une entreprise américaine ou européenne demande l'autorisation à Pékin, y compris quand il y a à partir de 0,1% du produit contenant des terres rares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Airbus ne peut pas vendre un seul avion dans le monde sans demander l'autorisation à Pékin. C'est de l'extraterritorialité, cette fois-ci plus américaine, mais chinoise. Et puis à partir du moment où on s'est rendu compte que Donald Trump et les États-Unis n'étaient pas en train de mettre de l'huile sur le feu, mais au contraire essayer de baisser les tensions et de trouver un accord avec la Chine, eh bien l'or, tout simplement, est retourné autour des 3 900 à 4 000 $ l'once, et donc il a corrigé son excès haussier. Vous avez très clairement l'explication aujourd'hui de ce mouvement haussier qui n'est pas que spéculatif, sur lequel s'est rajouté de la spéculation, mais qui n'est pas que spéculatif. Vous avez surtout, et c'est très intéressant, une autre indication, c'est-à-dire que si jamais la mondialisation devait s'arrêter, vous voyez que le potentiel de hausse de l'or, il est compris entre 500 et 1000 à 1500 $ l'once supplémentaire. Ça, si le marché devait pricer, c'est-à-dire donner un prix à l'effondrement du commerce mondial et à un affrontement direct entre la Chine et les États-Unis, je parle d'un affrontement purement commercial. Là, la Chine n'a pas encore envahi Taïwan et les États-Unis ne sont pas encore en train d'essayer de défendre Taïwan. D'accord? Donc juste une tension commerciale paroxystique, c'est entre 500 et 1500 $ l'once en termes de valorisation de marché. C'est quand même sacrément intéressant. Ça vous donne l'idée du potentiel sur l'or d'un phénomène qui n'en est qu'à ses débuts, qui est la démondialisation, ou plus précisément la déchinoisisation, ou la décinisation, je ne sais pas comment on peut dire les choses, de l'économie, c'est-à-dire se passer de la Chine, puisque c'est ça le but du jeu de la stratégie américaine, c'est de se passer de plus en plus de la Chine pour essayer d'empêcher la Chine coûte que coûte, tout simplement de prendre le leadership mondial et la domination mondiale avec son 1,5 milliard d'habitants et surtout une industrie 400 fois supérieure aujourd'hui aux capacités industrielles américaines. Je vous reprends ce chiffre, il est très important que tout le monde le retienne. La capacité industrielle chinoise, c'est aujourd'hui 400 fois la capacité de production industrielle américaine. En termes de domination, on pourrait dire que ça semble mal barré pour les États-Unis. Oui, parce que non seulement il y a une capacité de production industrielle, mais il y a aussi une capacité à fournir des pièces ou des
des objets pour la production industrielle américaine. C'est-à-dire qu'ils sont sur le coup, et européenne aussi, hein, parce qu'on n'en parle pas, mais donc on est vraiment, et ça avait été organisé pour ça, aujourd'hui très dépendant de la Chine. On est extrêmement dépendant de la Chine. Là où les dépendances sont évidemment les plus évidentes, c'est sur les terres rares. Alors, non seulement la Chine extrait une grosse partie des terres rares du monde, mais surtout la Chine a à peu près 95% du raffinage des terres rares. C'est-à-dire que, bon, en gros, les terres rares, en réalité, ne sont pas rares du tout. Il y en a à peu près partout. Ce que nous n'avons plus en réalité, ce sont les capacités de traitement. Pourquoi nous n'avons plus ces capacités de traitement? Eh bien, tout simplement parce que c'est extrêmement polluant que de traiter ces terres rares. Et donc, comme vous savez que nous avons de belles lois et de belles législations sur l'environnement et la protection de l'environnement, c'est pas une critique, hein, mais simplement, c'est très bien, c'est pas le sujet, mais simplement ça a des conséquences. Et les conséquences qu'ont eu ces législations a été de faire délocaliser ces productions très sales vers des pays qui les acceptaient. Et en 1992, Deng Xiaoping avait dit nous allons faire de la Chine le Moyen-Orient des terres rares, et donc nous allons en prendre tout simplement la domination. À l'époque, tout le monde pensait que ce ne serait pas grand-chose. On voit aujourd'hui que c'est extrêmement significatif. Et parce qu'il faut toujours essayer de voir un petit peu plus loin, le fait que ça arrive maintenant ne doit rien au hasard. Vous avez compris qu'en Ukraine se joue une guerre d'attrition entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, les Russes soutenus par les Chinois, l'armée ukrainienne évidemment soutenue par les États-Unis, on va dire l'OTAN et l'Union européenne au sens large. Je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est mal, d'accord, on est dans de l'analyse, on n'est pas dans du jugement et de la moraline. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, dans cette guerre d'usure et d'attrition, eh bien, vous avez la Chine qui vient de livrer 520 000 kilomètres de fibre optique pour des drones, pour que les drones russes soient filoguidés, pour être insensibles au brouillage des canons anti-drones de l'OTAN, et donc sont extrêmement efficaces. Et puis, par rapport à ça, les Chinois ne veulent plus livrer de terres rares aux États-Unis et aux Européens qui servent à fabriquer des missiles pour bombarder les Russes, enfin pour que les Ukrainiens les utilisent pour bombarder les Russes par exemple. Donc en fait, on est dans un combat géopolitique absolument majeur et le véritable mobile de l'embargo sur les terres rares aujourd'hui, il est assez simple, hein. Les États-Unis mettent la pression sur la Russie pour que la Russie conclue un accord de paix. Les Ukrainiens n'en veulent pas vraiment et les Chinois viennent mettre leur petit grain de sable dans ce processus de négociation en expliquant que ils vont arrêter de fournir les éléments critiques permettant de fabriquer des missiles. Alors voilà, tout ça, c'est en train de s'entremêler. Et donc ce qui est arrivé au moment où c'est arrivé ne tient en aucun lieu et en aucun cas du hasard le plus total. C'était évidemment un timing parfaitement volontaire qui s'inscrit dans un moment de négociations et de grandes négociations entre les grandes puissances du monde, avec toujours toujours cette grande idée qui est le partage du monde et le partage du nouveau monde entre, encore une fois, les trois plus grandes puissances que sont la Chine, la Russie et les États-Unis. Je voudrais revenir sur le rallye du cours de l'or, même si j'ai bien compris et j'ai bien entendu que c'était sans doute pas poussé par une action spéculative. On a quand même visiblement compris que les ETF et le poids des ETF dans le calcul du cours de l'or officiel, boursier, avaient pesé sur alors la montée, parce que plein de gens se sont mis à acheter des ETF Gold, mais aussi sur la baisse forte, parce que tout le monde, tous ces gens-là, tous ces nouveaux acteurs de l'or, là, amateurs d'or, sont mis à vendre. Non mais évidemment, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de spéculation, hein. Je vous dis qu'au départ, il y a plus un délit d'initié et l'anticipation d'une nouvelle qui n'était pas connue, sauf par certains,
qui donc du coup sont allés se couvrir en achetant de l'or. Ils ont initié un mouvement haussier. Ce mouvement haussier, après, il s'auto-alimente évidemment avec des flux entrants sur des comportements de mimétisme en disant voilà, je ne sais pas ce que le marché sait, mais j'ai envie de monter dans le train parce que le marché sait quelque chose que je ne sais pas, et donc je vais moi aussi monter dans le train, même si j'ignore la nouvelle fondamentale. Et ça, quand on achète quelque chose sans savoir pourquoi, ça s'appelle exactement de la spéculation. Donc je ne vous dis surtout pas qu'il n'y a pas eu de spéculation, il y a eu de la spéculation, mais ce n'est pas le point de départ de ce mouvement haussier, ce n'est pas non plus le point de départ du mouvement baissier. C'est-à-dire que le point de départ du mouvement haussier, ça reste cet immense délit d'initié avec des gens qui savaient très bien ce que la Chine allait annoncer, et le point de départ du mouvement baissier, c'est évidemment le fait que Donald Trump et Xi Jinping réussissent à peu près en se serrant une poignée de main à gagner quelques mois supplémentaires pour éviter une catastrophe financière et économique là maintenant tout de suite avec la législation chinoise sur les terres rares, mais en réalité rien n'est réglé du tout, le sujet va revenir et donc les mêmes causes produisant sensiblement les mêmes effets, rassurez-vous, nous allons reconnaître de nouveaux moments de tension paroxystique spécifiquement sur ce sujet des terres rares. Et donc évidemment nous aurons des flux entrants, alors via les ETF, puisque bien évidemment les ETF, si vous voulez, on sait tous que aller acheter de l'or physique, c'est toujours c'est du physique. Donc c'est avec les contraintes de l'or physique. Je me déplace, je vais chercher l'or, je dois amener l'argent. Une fois que l'argent est là, je repars avec mes lingots ou mes pièces. Bon. Donc il y a une forme de latence et d'inertie pour acheter et prendre possession réellement de son or physique. L'avantage des ETF, de cet or dit papier, c'est qu'il est négociable de manière immédiate, d'un clic de souris. Bon, alors c'est pas de l'or physique, c'est de l'or papier, c'est de la réplication. Je suis pas là, j'ai pas le sujet de faire le procès ou pas le procès de l'or papier, mais évidemment que ça draine des flux en plus internationaux, donc des flux qui peuvent être extrêmement conséquents, extrêmement rapides, qui se font de manière quasi immédiate sur un marché physique qui, lui, a toujours au bout du compte la contrainte du physique. C'est-à-dire qu'il faut de la disponibilité, il faut de la logistique, il faut de la sécurisation. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé au Louvre. Heureusement que les entrepôts qui gardent l'or sont un petit peu mieux sécurisés que les bijoux de la reine et de l'impératrice au Louvre, parce que sinon ça fait belle lurette qu'il y aurait des problèmes de ce type. Donc, si vous voulez, tout ça à un moment donné fait que vous avez effectivement d'un côté des flux financiers entrant sur l'or qui va être absolument considérable et extrêmement violent parce que de manière très brutale, dans des laps de temps très courts. Puis de l'autre côté, vous avez la réalité de la gestion physique. Et sur la réalité de la gestion physique, il faut savoir que les stocks à Londres ont été vidés en raison des craintes que Donald Trump mettent des tarifs douaniers, c'est-à-dire des droits de douane sur les métaux précieux, et donc énormément d'acteurs du marché de l'or ont préféré rapatrier des stocks de manière préventive aux États-Unis tant qu'il n'y avait pas de taxes. Ça, c'est la première excuse. La deuxième excuse, vous savez, c'est comme quand on est à l'école et qu'il y a eu un vol dans une classe, et la maîtresse, elle arrive, elle vous dit hey, « On m'a dit que telle chose avait été volée, je vous préviens, soit ça va très très mal se passer, soit l'objet volé réapparaît discrètement sur mon bureau et on en restera là. » Bon, et l'objet volé, tout d'un coup, miraculeusement, réapparaît anonymement sur le bureau de la maîtresse. Je pense qu'on a à peu près tous vécu cette scène-là une fois dans notre vie, quand nous étions gamins. Eh bien, il se passe un petit peu la même chose aux États-Unis, mais là, c'est pas le stylo de l'élève qui a été volé par un autre élève ou la trousse, non. C'est les réserves d'or des États-Unis, que les États-Unis se sont peut-être fait détrousser. Et donc, justement, à propos de trousse, Donald Trump, il avait très envie de retrousser ces lingots d'or de la réserve fédérale et donc de la réserve de Fort Knox. Et donc, souvenez-vous, quand il arrive au pouvoir et qu'il y a encore Elon Musk au Doge, il lance l'idée qu'ils vont faire un audit des réserves d'or de la Fed. Et comme par hasard, les flux d'or physique entre l'Angleterre et les États-Unis ne cessent d'augmenter.
et les coffres de Londres se vident au profit des coffres américains. Je dis ça, je dis rien, mais bien évidemment, vous devez faire le lien entre ces différentes informations. Donc oui, il y a de la spéculation, mais vous voyez également qu'il y a plein d'autres éléments qui rentrent en considération aujourd'hui pour ce cours de l'or et cette grande hausse sur un marché qui est extrêmement tendu, où le physique est en quasi pénurie et raréfaction, notamment à Londres, parce qu'en fait, les États-Unis sont juste en train de rapatrier les réserves d'or qu'ils avaient prêtées un petit peu partout. Les cours de l'once d'or ont un carburant absolument incroyable pour pouvoir avoir une dynamique haussière importante. Après, il n'y a plus qu'à attendre, donc on a les flux, il n'y a plus qu'à attendre l'information qui fait détonateur et déclencheur de mouvements de hausse absolument spectaculaires. Et c'est ce que nous avons vécu il y a quelques semaines. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces nouveaux entrants dans l'or qui passent par les ETF quand ils voient que soudainement l'or perd 8% en quelques heures, notamment parce qu'il y a eu des gens qui ont liquidé des positions justement d'un clic de souris en se disant que ça allait être la catastrophe. Vous qui êtes un ancien de l'or physique, un des premiers détenteurs d'or physique et fan d'or physique depuis tant de temps. La réponse est extrêmement simple, c'est pourquoi on achète de l'or. Est-ce que j'achète de l'or parce que je spécule, ou est-ce que j'achète de l'or parce que j'ai une analyse macroéconomique et une vision de l'économie qui fait que je sais qu'il va y avoir à un moment donné un problème majeur sur nos monnaies. Si vous achetez pour des raisons de conviction, vous n'achetez pas pour des raisons de spéculation. Et inversement, c'est pas la même chose. Donc, moi je dis que l'or monte de 10% ou de 15%, de 20 ou de 30%. On a connu, après l'or à 2000 $ l'once, l'été 2011, on a connu une baisse de quasiment 50% du cours de l'or. Super, l'or est moins cher, c'est l'occasion d'en acheter un petit peu plus quand on peut. En réalité, soit on achète de l'or par conviction, soit on achète de l'or par spéculation. Si on achète de l'or par conviction, écoutez, que ça monte ou que ça baisse, en réalité, c'est pas le sujet, on achète pour du très long terme. Quand on achète pour de la spéculation, là effectivement les choses sont très différentes et on peut connaître des moments absolument inconfortables. Est-ce qu'on retrouvera les 4500 $ l'once? Bien évidemment on les retrouvera. Donc ceux qui aujourd'hui sont en perte et se demandent s'il faut vendre ou pas vendre, moi j'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Ce que je peux simplement leur dire, c'est que ils retrouveront à un moment donné leur prix d'achat. Simplement, il faudra qu'ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 15 jours, peut-être 5 ans, je ne sais pas. Mais ils retrouveront leur prix d'achat et sans doute bien plus. Encore une fois, ça c'est si jamais on a de la conviction. De manière générale, moi, vous savez, j'ai une vision très pépère de la gestion patrimoniale. Quand je dis très pépère, non pas qu'il ne faut pas aller prendre de risques, qu'il ne faut pas investir et qu'il ne faut pas entreprendre, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est de dire, voilà, il y a le patrimonial et il y a le spéculatif. Et vous devez scinder les choses. Quand je vois des gens investir des fortunes proportionnellement à ce dont ils disposent dans du Bitcoin, c'est pas sérieux en fait. Donc, pourquoi c'est pas sérieux? Parce que quand on a 100 000 € d'épargne durement acquise et qu'on met 100 000 € dans du Bitcoin, c'est pas du tout raisonnable. C'est de la spéculation pure, c'est de l'appât du gain et généralement ça se termine mal. Et donc quand on cherche juste la performance, en fait, on en oublie complètement les fondamentaux économiques. Et donc, on se met en situation de risque. Alors, quand on va spéculer sur 5 ou 10% de son épargne, c'est une chose, ça ne met pas le patrimoine en péril. Mais quand on spécule sur 50, 60, 70 ou 100% de son patrimoine, eh bien évidemment, on met son patrimoine en péril et donc on augmente considérablement
les risques et puis l'absence de sérénité individuelle, elle est totale. Bon, moi, j'ai reçu un mail aujourd'hui d'un lecteur qui me demandait, voilà, on me propose d'investir dans du Bitcoin, j'ai 400 000 euros, mon épouse est décédée, je suis veuf, bon, est-ce que je dois tout mettre dessus? Non, mais enfin, la question même, les bras m'en tombent. Donc, de toute manière, il faut toujours avoir une approche patrimoniale qui soit raisonnable, qui soit pondérée et qui soit juste complètement équilibrée. Et donc, on n'a pas 100% d'or, on n'a pas 100% d'immobilier, on n'a pas 100% d'endettement, on n'a pas 100% de Bitcoin, voilà. Et donc, et après, on fait des investissements qui doivent être des investissements de conviction, c'est-à-dire je sais pourquoi j'achète de l'or, si c'est de l'or, je sais pourquoi j'achète du Bitcoin si j'achète du Bitcoin. Et si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, je peux vous donner le résultat, c'est qu'à la moindre secousse, vous allez vouloir vous en séparer brutalement. Je vais vous prendre 3 exemples. Vous achetez l'action Facebook en 2004. Si vous la revendez aujourd'hui, vous êtes multimillionnaire. La réalité, c'est que les gens, ils ne l'ont pas acheté en 2004 pour la revendre aujourd'hui. Ils l'ont revendue bien avant. Parce que de 2004 à 2005, ça avait déjà doublé. Ils avaient trouvé ça tellement génial qu'ils se sont dit, je vais revendre. Vous prenez le Bitcoin que vous achetiez en 2009, et si vous le détenez toujours aujourd'hui, qu'il soit monté ou descendu, qu'il ait été multiplié par 10 ou divisé par 2, vous êtes multimillionnaire aujourd'hui si vous aviez acheté des bitcoins en 2009. Voilà, donc si vous voulez, il faut avoir la capacité à conserver son actif sur des durées extrêmement longues pour en avoir le plein fruit en termes de profitabilité et de retour sur investissement. La valorisation et l'appréciation demandent des années, pour ne pas dire des décennies. Et le problème des épargnants, c'est qu'ils sont incapables d'attendre des décennies. Là, encore une fois, n'y voyez pas une once de critique ou de moraline, pour plein de raisons. Moi, le premier, quand j'étais plus jeune, entre les enfants qui naissent, le frigo qui casse, la voiture qu'il faut réparer, le chauffe-eau qui vient de vous lâcher, ben en fait, vous n'arrivez jamais à placer de l'argent de manière extrêmement durable. Donc voilà, je crois qu'il faut être conscient de ça. Le juge de paix, c'est le très long terme. L'effet du temps est quelque chose d'absolument considérable sur un placement. Et donc, si vous n'êtes pas capable d'assumer du temps très très long, ne faites pas ces placements. Ou faites-les avec des montants que vous pouvez oublier pendant quasiment des décennies. Et là, vous aurez la profitabilité la plus importante, mais aussi la sérénité la plus grande quand vous allez vous coucher le soir, parce que vous savez que l'argent de la réparation du chauffe-eau, eh bien, vous l'avez sur un compte et que, évidemment, vous avez moins placé sur le très long terme et pour le très long terme, mais le peu que vous avez placé pour le très long terme, vous n'allez pas y toucher parce que vous avez gardé suffisamment pour remplacer le chauffe-eau, la voiture, enfin bon, toutes les tuiles de la vie courante que nous pouvons avoir et tous les aléas. Et dernière chose à dire à ceux qui ont perdu 8%, 10%, 15%, 20% par rapport au plus haut pour celui qui est rentré le jour et à l'instant où c'était le plus haut. Aujourd'hui, il est en perte quasiment de 15 à 20%. Eh bien, ne rentrez jamais de manière significative sur des hausses autrement que par des achats fractionnés. Voilà. C'est-à-dire que, de manière générale, quoi que vous achetiez, que ce soit une action, que ce soit des bouteilles de vin, que ce soit de l'or, allez-y toujours progressivement. C'est-à-dire, demain, n'achetez jamais, vous héritez de 100 000 euros, n'allez jamais placer vos 100 000 euros en bourse tout de suite. N'allez jamais acheter 100 000 euros de Bitcoin tout de suite. Si vous rentrez au mauvais moment, vous serez dans une situation très inconfortable. Donc, faites toujours des achats fractionnés
en plusieurs fois. Ça vous permet de lisser votre cours d'entrée, de moyenner votre cours d'entrée, et ça vous évite l'erreur de rentrer sur un point haut, qui est évidemment ce à quoi nous avons assisté et qui est un grand classique. Quand l'or est pas cher, mais c'est valable pour les actions, pour l'immobilier, etc., personne n'en veut. Moi, quand j'étais gamin et que j'avais 20 ans, je peux vous assurer que nous sortions de la crise immobilière de 1987 et 1990. Donc, il y avait eu un krach boursier suivi d'une crise immobilière. Le Crédit Lyonnais, à l'époque, avec Bernard Tapie, a fait faillite, notamment en raison de spéculation immobilière ratée. Et donc, le point bas en immobilier a été atteint en 1997. Et bien, moi, en 1997, je devais avoir 22 ans. En 1997, j'entendais tout le monde dire « mais l'immobilier, faut pas y aller ». L'immobilier, faut pas y aller. Donc, quand les actifs sont bas, les gens veulent pas y aller. Et aujourd'hui que l'immobilier a été multiplié par 10, tout le monde vous dit il faut acheter de l'immobilier. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Et c'est la même chose évidemment avec tous les autres actifs, que ce soit l'or, que ce soit les métaux précieux de manière générale, que ce soit les actions. Tout le monde se précipite sur les actions qui montent. Personne voulait de Google il y a encore 5 mois. Google a pris 50% en quelques semaines et pourtant personne n'en voulait. Voilà, donc si vous voulez, l'important c'est la conviction, l'important ce sont les achats fractionnés et l'important c'est les règles de gestion qu'on s'applique et de ne jamais rentrer en faisant tapis sur une valeur, quelle qu'elle soit, y compris l'or. Et vous savez pourtant que, en ce qui concerne l'or, je pense que les fondamentaux sont excellents et que il n'y aura que de l'appréciation sur le long terme. Mais enfin, si jamais on a besoin de ces sous à un moment donné, il est évident qu'on se sent très mal à l'aise et de manière, on est très inconfortable si on est rentré au plus haut et qu'on est obligé de liquider une partie de ses positions parce qu'on a besoin de sous 2 ou 3 mois plus tard. Alors, vous nous parlez là d'un actif que vous avez porté au nu, mais je vous rappelle que depuis quelques jours, c'est un actif improductif et qu'il faut taxer. Bien sûr, c'est évidemment un actif improductif qu'il faut taxer, au même titre que les contrats d'assurance vie. Puisque les contrats d'assurance vie investis en fonds euros, c'est-à-dire en obligations d'État, c'est-à-dire en dette d'État, c'est-à-dire qui viennent financer le déficit de l'État, c'est considéré comme improductif par l'État lui-même et par nos députés, qui sont vraiment pas à une contradiction près, pour rester extrêmement poli, courtois et pudique dans l'analyse. Alors, vous savez, est-ce que ce budget ira jusqu'au bout ou pas? C'est pas dit. Est-ce qu'il sera adopté ou pas? C'est pas dit. On n'y est pas encore, donc pas de panique pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que de toute manière, les impôts iront toujours en augmentant, d'accord? On ne sait pas dans ce pays baisser les impôts. Donc je peux vous donner la météo de demain. Demain, il y aura sur les montagnes une pluie de taxes très importante avec des bourrasques de neige à partir de 2000 mètres, des bourrasques mais vraiment des bourrasques enneigées d'impôts à n'en plus finir. Et puis en pleine, vous aurez des hausses de cotisations, en veux-tu, en voilà. Donc non, si vous voulez, la météo fiscale, elle est connue, elle va toujours vers plus de fiscalité. Pour financer un État qui dépense toujours de plus en plus. Et aujourd'hui, on voit bien le problème, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur la solidarité nécessaire, sur le fait de laisser personne au bord de la route, de soigner chacun, etc. On est tous d'accord là-dessus, c'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État dépense, au sens très large, 1712 milliards d'euros. 1712 milliards d'euros chaque année sont prélevés par l'État pour être redépensés par l'État. C'est une somme absolument considérable, presque 60% du PIB. Il arrive un moment, c'est tout simplement plus fonctionnel, ça ne marche plus. Donc on va essayer de continuer à alimenter cette machine jusqu'à ce qu'elle s'enraye. Et là, peu importe que votre or soit taxé à 1%, puisque dans cet impôt sur la fortune improductive, l'or va être taxé à 1%, eh bien,
les amis, en fait, il faut aller chercher 1% de rendement en plus. Donc voilà, de toute manière, c'est comme les petits hamsters dans leur roue. Si vous voulez vous en sortir, il va falloir tout simplement gagner plus pour pouvoir payer un peu plus d'impôts. Bon bah là, en l'occurrence, c'est 1% du patrimoine au-dessus d'1,3 million. Eh bien, il va falloir, si jamais cette loi allait jusqu'au bout, eh bien, essayer d'aller chercher 1 point de rendement supplémentaire. Vu les performances de l'or cette année, il y avait de quoi largement payer ce pourcent supplémentaire. On entend hein, votre ironie, votre deuxième degré, il n'y a pas de souci, mais sur le fond, vous avez pris ça comment, le fait que d'abord on traite d'improductifs ces placements-là, que ce soit les métaux précieux, les œuvres d'art, etc. On appelle ça les biens meubles. Il ne faut pas que notre morale il fluctue en fonction, là encore une fois, des nouvelles et des informations. Il faut agir avec conviction. Pourquoi je place là où je place, pourquoi j'achète ce que j'achète, savoir que monsieur le député machin pense que mon truc est improductif, comme disait Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Bon, il le disait avec son langage fleuri à Margaret Thatcher quand même, en 1986, lors d'un conseil des ministres européens. C'était une petite phrase truculente qui était restée dans l'histoire politique. Plus sérieusement, il ne faut pas être à ce point-là dépendant des errements politiques. J'ai commencé par vous dire tout à l'heure que ce budget n'était pas allé jusqu'au bout. Donc ne crions pas avant d'avoir mal. De toute manière, ça s'impose à nous. Si ça va jusqu'au bout et si ça rentre en œuvre, eh ben, ça rentrera en œuvre. Alors, politiquement, on écrira à nos députés, on va s'y opposer, on fera tout ce qu'on peut pour pousser des députés à passer des amendements, etc., etc. Mais en attendant, si ça s'impose à nous, ça s'impose à nous. Donc de toute façon, vous savez, moi je suis extrêmement pragmatique et je refuse la moraline. Voilà, je refuse la moraline. Donc je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Si ça s'applique, ça s'applique. Il nous faudra faire avec. Et donc, je suis extrêmement sérieux quand je dis qu'il va falloir aller chercher 1% de rentabilité en plus. Et puis, si demain, on vous augmente les impôts de 2%, eh bien, les amis, il faudra aller chercher 2% de rentabilité en plus pour pouvoir y faire face et pas se retrouver appauvri. Et donc, en fait, à chaque fois qu'ils vont nous embêter, eh bien, ne nions pas le fait que ça nous embête, mais essayons de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre justement d'être résilients et de contourner et d'éviter d'abord fiscalement tout ce qu'on pourra éviter, et puis de mettre en place effectivement, après les stratégies d'évitement, des stratégies de rendement qui nous permettront de faire face et de payer les impôts supplémentaires qui ne manqueront pas d'arriver de toute manière. Et je ne vous ai même pas parlé de l'impôt sur les successions, parce qu'un jour, les successions, elles vont y passer largement. Alors, ce terme d'improductif, vous l'avez compris, c'est évidemment de la moraline. Pour mieux vous taxer, on vous dit que ce que vous faites est improductif. Vous êtes coupable de faire quelque chose d'improductif, les amis. Vous êtes coupable. Donc, comme vous êtes coupable de faire quelque chose d'improductif, eh bien, vous allez acheter une indulgence. Comme au Moyen-Âge, on faisait des péchés, on achetait une indulgence auprès de l'évêque, c'est-à-dire qu'on donnait du pognon à l'église, et là, je vous absous, mon fils, mon frère, ma sœur, mon père et toute la famille, à partir du moment où vous avez payé une taxe à l'église. Eh bien, on a inventé la même chose, les certificats d'économie d'énergie, les CE2E ou les crédits carbone, ce sont des indulgences environnementales, on paye la taxe parce qu'on a pollué, mais enfin, on a fait de la pollution. Quand on vous dit pour lutter contre le tabac et le tabagisme, on va augmenter les taxes sur les cigarettes, si c'est dangereux et si c'est mortel, il faut interdire la cigarette. Mais taxer la cigarette, ça ne va pas empêcher les cancers. Éventuellement, ça finance un peu les soins, mais ça ne va pas empêcher les cancers. Et donc, vous pouvez multiplier
toutes leurs arguties sémantiques à l'infini. Vous avez bien remarqué comment ils fonctionnent. D'abord, tiens, d'ailleurs, sur les riches, ça a été la même chose, hein. On vous a d'abord dit, on va taxer les milliardaires, Zuckman, machin, Bernard Arnault, 1800 personnes, les 500 Français les plus riches dans Challenge. Bon, puis finalement, ça concernera que les gens qui ont plus d'1 milliard. Bon, puis finalement, que les 500 plus fortunés. Puis finalement, que les 1800 familles les plus riches. Puis finalement, qu'à partir de 100 millions d'euros. Puis finalement, ça sera 10 millions d'euros. Puis finalement, ça sera 5 millions d'euros. Puis finalement, c'est 1,3 million. Et donc, évidemment, qui est-ce qu'on taxe? Ben, on taxe toutes les classes moyennes dites supérieures, parce qu'avoir 1,3 million de patrimoine quand on a travaillé toute sa vie, je vous dis pas que c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas le sujet, mais enfin, ça ne fait pas de vous un méchant milliardaire, un accapareur et un prédateur capitaliste qui aurait absolument surexploité la classe des gentils ouvriers et travailleurs forcément aimables et exploités. Bon, c'est juste quelqu'un qui a bien géré, qui a bien travaillé, qui a bien placé. Bon, bah, avoir entre 1 et 2 millions d'euros de patrimoine, il n'y a absolument rien de délirant. Au contraire, nous avons besoin de beaucoup plus de petits millionnaires comme ça. Eh bien, c'est évidemment sur ceux-là qu'on va taper, parce qu'ils sont bien plus nombreux et bien moins mobiles que tous les autres. Donc, pour pouvoir taper dessus, on fait de la moraline. Et donc, on vous dit improductif, on vous dit la justice fiscale, on vous dit la justice sociale, on vous convoque l'égalité. La réalité, c'est que c'est juste pour venir vous taxer parce que l'État a besoin de pognon. Et ça s'arrête juste là. Simplement, ils essayent de rendre vertueux la rapine en bande organisée dont ils se rendent coupables pour financer un État qui est à bout de souffle et qui, de toute manière, va s'effondrer. Donc, de toutes les façons, ne cherchez pas à savoir comment ils vont vous taxer. Ils vont vous taxer. Dites-vous juste une chose, c'est qu'ils vont finir par mourir, que tout ça va finir par s'effondrer et que quand tout s'effondre, il reste généralement pas grand-chose, si ce n'est les actifs tangibles, l'or, l'immobilier, les terres agricoles, les forêts, voilà. Vous avez 5-6 actifs qui restent. Bien souvent, ce sont les actifs qu'ils considèrent comme improductifs. C'est marrant que ce soit ceux-là qui se mettent à vouloir taxer au moment particulier où nous nous trouvons. Alors j'allais vous poser la question, selon vous, c'est quoi la prochaine crise? Je crois que vous avez commencé à la définir, mais si elle sera quoi? Monétaire, financière, sociale? C'est très difficile aujourd'hui de vous dire est-ce que c'est le chien qui va remuer la queue ou la queue qui va remuer le chien? Parce que là, on est dans une situation où de toute façon, on a un nombre de crises individuelles qui rentrent en résonance de manière simultanée et qui peuvent, chacune individuellement, sont suffisantes, si vous voulez, pour mettre le feu aux poudres. C'est-à-dire la crise géopolitique que vous avez entre la Chine et les États-Unis, elle suffit à mettre le monde par terre. Et le mouvement récent sur l'or vient de vous le montrer. La situation financière française est suffisante à elle toute seule pour provoquer quasiment un effondrement de l'État sur lui-même dans quelques mois ou dans quelques années. La guerre en Ukraine, à n'importe quel moment, ça menace d'embraser l'Europe entière. Les relations entre les États-Unis et l'Europe, à elles seules, c'est suffisant pour faire exploser l'euro si les Américains voulaient appuyer sur le bouton. Donc en fait, on est dans une situation où nous avons une multitude de crises qui individuellement sont déjà suffisantes pour abîmer considérablement notre quotidien et la situation qui est la nôtre. Alors, savoir quelle est celle qui va exploser en premier, bien malin qui peut le dire. Je ne vous parle même pas de la crise sociale et de la crise sécuritaire qu'il y a dans notre pays. Il est évident qu'il y a des tensions
qui cisaillent la société française, qui sont absolument indéniables. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, de dire je veux pas. Il s'agit simplement d'observer quelque chose. Je vous renvoie à ce que disait Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, en son temps, quand il a quitté Place Beauvau, et il est décédé depuis, Monsieur Collomb, l'ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur au début du premier quinquennat Macron. Nous vivons aujourd'hui côte à côte, j'ai peur que demain nous vivions face à face. Rien que cette phrase-là, vous avez évidemment à elle seule une crise qui potentiellement peut mettre là aussi le pays par terre. Donc en fait, vous avez une multitude de crises qui arrivent. Je vous évoque même pas le fait que l'intelligence artificielle est en train de débouler à une vitesse absolument incroyable et qu'elle va bouleverser considérablement le système économique de manière générale, le travail de manière particulière, et donc de façon spécifique la façon dont l'humanité, depuis la nuit des temps, partage la richesse. C'est-à-dire que nous partageons la richesse via le travail. D'accord? Et donc celui qui ne travaille pas n'a pas de salaire, il n'est pas payé. Il peut avoir des aides, des RSA, des machins, des trucs, mais il n'est pas payé. Et celui qui ne travaille pas ne gagne pas vraiment d'argent. Et donc la répartition de la création de valeur passe par notamment, de manière cardinale, le travail. Vous imaginez un monde sans travail, c'est un monde où on ne sait plus répartir la richesse. Donc voilà, nous sommes à un moment absolument vertigineux de l'humanité. Alors, prévoir quelle est la crise qui nous mettra pas forcément par terre, mais qui en tout cas fera que nous serons obligés de refonder la totalité de notre système, je ne sais pas laquelle ce sera. Ce que je sais en revanche, et vous savez, ce sont les inconnus connus et les inconnus inconnus. L'inconnu ici, elle est connue, c'est-à-dire que ce que je ne connais pas, ce sera le déclencheur, l'étincelle qui mettra le feu aux poudres, la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Je peux pas, voilà, je vous ai donné un certain nombre d'hypothèses et d'éléments qu'il faut évidemment surveiller, et ça tournera peu ou prou autour de ce genre d'éléments. Mais ce qui est connu en revanche, c'est que le système dans lequel nous sommes actuellement, de toute manière, va s'effondrer à un moment donné ou à un autre. C'est inéluctable, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas quel sera le déclencheur, ni quand il y aura le déclenchement, mais nous savons que ça va arriver, il faut donc s'y préparer. Et donc il faut s'y préparer en dehors de toute interférence fiscale. Ne regardez pas les impôts. Ne regardez pas la fiscalité. N'écoutez pas quand ils vous disent c'est productif ou improductif. C'est pas le sujet. Qu'est-ce qui va vous protéger d'un effondrement? Et achetez ce qui va vous protéger d'un effondrement, du fait que les cartes soient complètement rebattues. Diversifiez votre patrimoine pour essayer d'en sauver une partie. Diversifiez et évidemment, achetez en priorité ce qui, a priori, peut au mieux vous protéger. Vous l'avez compris, dans cette panoplie-là, vous retrouvez notamment les métaux précieux et l'or physique, bien entendu. Charles Sanin, merci beaucoup. Une très belle conclusion, une très belle intervention. J'ai été ravi d'échanger avec vous pendant cette petite heure, je crois. Merci pour toutes vos idées, vos réflexions. En espérant vous revoir très bientôt sur notre chaîne. Bonne fin de journée chez vous, là où vous êtes, puisqu'on était, vous l'avez compris, à distance, en face à face, comme dirait Gérard Collomb, mais c'était extrêmement agréable. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.